Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. C'est la seconde émission de cette 8e saison et nous allons vous offrir, cette fois encore, quelque chose qui devrait vous plaire. Oui, il s'agit d'informations sur les ventes de mangas en France en 2022. Alors comment avons-nous procédé ? Nous avons compilé des chiffres venant de plusieurs sources, toutes vérifiées, puis nous en avons tiré des tops, des classements et des informations qu'on va vous présenter et analyser dans l'heure qui vient. C'est simple, c'est efficace. Meilleure vente, part de marché des éditeurs, les tendances, on va essayer d'éclairer un petit peu tout ça. Vous allez voir que finalement, il n'y a pas grand chose de vraiment surprenant. Il y a eu de petites surprises quand même, mais voilà, c'est pas fou non plus. On aurait pu vous vendre à l'émission façon YouTube. Vous devinerez jamais quel est le tome le plus vendu en France en 2022. Non, on n'a pas fait ça. C'est la 5e de business quand même. C'est ça. C'est un nouvel épisode de la 5e de business. J'avais un autre titre si tu veux, Robin. Les éditeurs vous arnaquent. Vous voulez savoir pourquoi ? Oui, c'est ça. La troisième raison va vous surprendre. Non. Les ventes de mangas en France, c'est simple et c'est depuis le début de l'année 2022 et c'est parti dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, re-bienvenue dans cette 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Elle manie la calculatrice comme personne et lui le boulier de façon inégalée. Ce sont un peu les contrôleurs au compte de la 5e de couve. Salut Julie, salut Robin. Tu sais que je crois que j'ai jamais vraiment compris comment fonctionnait un boulier. Et non mais franchement, vous savez que je ne sais pas compter. Bon, maintenant vous le savez. Un boulier, tu mets les... des boules, oui, selon les dizaines et les trucs comme ça. Ouais, mais ça dépend. Il y a des dizaines, il y a des. Ah oui, j'en ai jamais vraiment utilisé, c'est pour ça que je. Tu sais qu'il y a des tutos sur YouTube. Tu vois, dans l'intro, on parlait, mais il y a des vrais tutos sur YouTube. Ce boulier est vraiment incroyable. Vous ne devinerez jamais comment fonctionne ce boulier. Mais sinon, il y a vraiment. Et pareil pour les calculatrices, si tu veux, Julie. Oui, je sais. C'est machin. Il y a des chiffres, il faut taper dessus. Des boutons. Attends, on a tous eu en plus une calculatrice pour le bac, la fameuse TI. Et on a tous fait le. Mais non, pas moi. Moi j'étais en L. Il n'y avait pas ces trucs barbares de. Si ? Une Texas Instruments, t'as jamais eu une Texas? Moi c'était une Casio, mais. Ouais, il y avait deux teams. Il y avait la team des gens bien avec les Texas Instruments. C'était les geeks qui programmaient leur Texas Instruments pour faire des jeux. On fait des jeux avec le serpent. Le serpent. On est en 1998. Vous imaginez pas comment c'est génial. Ah là là. Non, je me souviens pas de tout ça. J'ai oublié. Bref, quand on parle de vente, donc, ça fait un peu penser à The Economist, parfois. Challenge, oui, allons-y. Mais vous inquiétez pas, on va quasiment pas donner de chiffres. On va pas trop s'emmêler dans les chiffres, parce qu'on est déjà, c'est un média audio. Ça, l'émission ne ressemblerait à rien si on commençait à faire. Alors lui, il a été vendu à 10 523 exemplaires. Vous décrire des camemberts en audio, ça marche pas. C'est ça ne marche pas trop, mais on va donner des classements, des proportions. On va essayer de tenter de rendre ça un peu clair, un peu lisible. 2-3 moments où vous allez devoir mettre pause pour faire attends, je vais prendre une note. Non, c'est bon, ça va. On va essayer de rendre ça assez clair. Puis bien évidemment, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et si jamais vous êtes aussi actif sur les réseaux sociaux et que vous reprenez les infos de cette émission, n'hésitez pas à nous taguer et à renvoyer vers l'émission. Ça serait sympa. D'autres l'ont déjà fait. On vous voit, on sait qui c'est. On vous voit. On sait qui vous êtes. Ça va, c'est juste sympa. Dites ça vient de là et puis c'est pas grave. On s'en fiche. Reprenez tout ce que vous voulez sinon. Bon alors, comment va le manga après une année 2021 absolument exceptionnelle ? Parce qu'on l'a dit dans l'émission Bilan. L'année 2021 était exceptionnelle. Si d'ailleurs vous voulez tous les chiffres de l'année 2021, réécoutez nos émissions bilan du tout début de l'année et on vous donne toutes les infos. Si vous souhaitez comparer, n'hésitez pas. Bref, comment va 2022 ? Ça a l'air pas trop mal. Pour l'instant, sur les 8 premiers mois de l'année, plus de 30 millions de mangas vendus. Ouf, bon, ça va. Ça va 30 millions. On est pas mal, non ? 30 millions d'amis. C'est ça. D'amis du manga. Et là, t'as un petit chien qui court. 2021, donc c'est la meilleure année pour le marché manga. Jamais autant de volumes ne s'étaient vendus. Mais pour l'instant, donc 2022, ça donne plus 30 millions de mangas vendus sur les 8 premiers mois. Et on peut entendre, ici et là, des libraires,
des acteurs du milieu, des observateurs qui sous-entendent que l'embellie est terminée. Que 2021, c'était vraiment une année exceptionnelle et que ça sera plus jamais pareil. Ah. Mais est-ce que c'est la réalité ? C'est ce que vous allez savoir tout de suite. Exactement. Donc 2021 était vraiment exceptionnel. Est-ce que 2022 est dans les mêmes eaux ? Ça serait formidable. Mais vous savez quoi ? Car le marché a grandi encore et encore. En volume, c'est plus de 8% d'augmentation sur les 8 premiers mois de l'année. Eh ben. Alors, soit 2021, le marché avait grandi et Oui, c'était 3 chiffres quoi. Une explosion, on peut même dire. 2020, c'était 2 chiffres. 2021, c'était 3 chiffres. Là, c'est que 1 chiffre, mais ça grandit quand même. Ça continue. Ouais. Ça continue de grandir alors qu'on n'est plus chez nous non-stop. Parce que n'oublions pas que forcément les confinements ont aussi aidé et auront redistribué le camembert des loisirs. Là, imagine un camembert, plein de proportions. Il y a tant d'argent pour le cinéma, tant d'argent pour le manga. Et ben on a piqué au cinéma, je pense. Oui, beaucoup. Enfin, quand tu le vois là, tu te dis possible, oh, pauvre cinéma. Bon, pas que nous, la SVOD si, mais voilà. Ouais. En revanche, on peut se dire, mais quelle est la cause de cette augmentation ? Est-ce que c'est pas juste structurel ? Est-ce que c'est une vraie augmentation ? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas juste eu plus de mangas qui sont sortis ? Oui. Et donc, plus de mangas qui ont été achetés, parce que mathématiquement, ça peut aller avec. Oui. C'est un peu vous savez, c'est ce que font certains éditeurs, hein, pas que dans le manga, hein, dans le livre en général. Certains éditeurs ont tendance à étouffer le marché, à sortir beaucoup pour avoir beaucoup de propositions. Et dans le tas, il y a des choses qui vont décoller toutes seules, d'autres non, pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est en magasin, c'est dispo, et donc ça se vend. C'est ce qui était une des raisons en bande dessinée, donc pas vraiment manga, mais en BD franco-belge, il y a eu un gros moment de surproduction et c'était en partie expliqué par ça, quoi. C'était une volonté des gros éditeurs de produire beaucoup pour justement occuper les tables et aussi effectivement, comme tu dis, statistiquement augmenter les chances d'avoir la petite pépite, le truc qui va ressortir. Mais ça, en BD, ça s'est tassé. Peut-être qu'en manga, on commence aussi effectivement à arriver dans cette surproduction, en tout cas cette augmentation de références. On peut regarder les chiffres et je pense que oui, en partie, c'est un petit peu la raison. Mais pas que, on va voir. En 2021, donc, il y a eu plus de 1500 nouvelles références en 8 mois. Si on s'arrête, tu sais, sur les 8 premiers mois de l'année. Plus de 1500 nouvelles références en 2021. 2022, même date, fin août, on atteint les 1700 références, les plus de 1700 références. Donc, plus ou moins autour de ces 8% d'augmentation. 8% d'augmentation des références, 8% d'augmentation du marché, ça serait logique. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans ces 1700 références, il y a des gens qui ont vu ce marché exploser, on fait il y a du gâteau, il a l'air bon. Venez, on va là-dessus. Et vous avez vu, il y a eu beaucoup de nouveaux éditeurs qui sont arrivés, des gros éditeurs, des plus petits, mais il y en a beaucoup qui se disent ok, c'est le moment d'y aller, c'est maintenant ou jamais, allez on fonce. Donc il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Certains ont eu des politiques aussi de réédition et de sortie très agressives, parce que pour vite gagner de l'argent, il faut vite sortir beaucoup de mangas. Parce que dans le marché du livre, Robin, si tu veux bien expliquer comment ça se passe. En gros, l'éditeur, il vend ses livres à des libraires, il engage de l'argent. Oui, en fait, l'éditeur vend au libraire, c'est son client, c'est le libraire, quoi. Après, le libraire va facturer à l'éditeur un certain nombre des livres qu'il a achetés. Après, il y a le système des retours qui est que du coup, quand le libraire, lui, ne vend pas suffisamment ou alors qu'il n'a pas écoulé le stock qu'il a acheté aussi rapidement qu'il le pensait, il a la possibilité de renvoyer les exemplaires non vendus à l'éditeur. Donc ça, c'est défacturé, on peut dire, quelque part. Enfin, après, j'ai pas le vrai mot comptable pour ça, mais donc du coup, c'est sûr que si tu veux très vite engranger de la trésorerie, parce qu'en fait, c'est ça, quand tu te lances, il faut de la trésorerie, parce que la trésorerie, ça te permet de réinvestir, de racheter des nouvelles licences, de dépenser pour la communication, pour la promo, etc. Donc si tu veux avoir de la trésorerie, il faut vendre beaucoup de choses. C'est ça. Même en attendant les retours, c'est-à-dire avant même qu'on ait les retours. Donc c'est pour ça, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la surproduction, c'est que ça sert à ça aussi, surproduire entre guillemets, c'est générer beaucoup de trésorerie pour réinvestir, rémunérer les collaborateurs, enfin tout ce à quoi sert une trésorerie dans une entreprise et dans le marché du livre, effectivement, si on en veut très vite, faut produire beaucoup et très vite, quoi. Et il y a deux solutions quand tu es un nouvel éditeur. Soit tu
sors énormément d'un coup, t'achètes beaucoup de licences et tu les sors direct. Soit tu veux vraiment être chirurgical, tu sors un bouquin, t'en prends soin, t'essayes de faire le max, puis tu attends le suivant. Mais dans ce cas-là, tu travailles tout seul. En fait, c'est ça, c'est que ça dépend de comment se structure ta société, quoi. Si t'es en fait un label manga, parce que dans les nouveaux acteurs dont t'as parlé, Max, il y a des nouveaux acteurs vraiment indépendants, on pourrait dire. Donc, qui sont des petites structures, et des fois, c'est des labels qui ont été créés dans des grosses entreprises. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout la même manière de raisonner, quoi, parce qu'une grosse entreprise, il faut qu'à un moment donné, il y ait effectivement ce cash flow, enfin cette trésorerie qui soit réinjectée, etc. Alors que quand tu es une toute petite structure et que tu es quelqu'un de tout seul, en littérature, l'exemple, c'est Monsieur Toussaint Louverture, qui aujourd'hui est une maison d'édition qui marche très bien et qui a des bouquins qui sont des best-sellers. Il a fonctionné comme ça au début. Le gars, il était tout seul, il produisait très peu. Par contre, il chiadait ses bouquins et dans la fab et dans le travail éditorial, suivi éditorial. Mais il pouvait le faire parce qu'il n'avait pas beaucoup de charges derrière et de besoin de trésorerie pour réinvestir. C'est vrai qu'ils sont vraiment beaux les mais ils sont bouquins chez Louverture. Tous les Blackwater là. Ah là là, ils sont magnifiques. Donc nouveaux acteurs, on a aussi un gros chat qui veut essayer de manger tout le monde qui s'appelle Hachette, qui va essayer, qui grignote un petit peu. Je serais pas étonné qu'Hachette passe à l'assaut sur d'autres éditeurs indépendants d'ici les 2-3 ans à venir, parce que donc du coup Hachette détient maintenant Pika, ils détiennent également Mangetsu à travers Brajlon, donc ça se ça se compose quand même, peu à peu. Bref, revenons à ce que je disais. Est-ce qu'il y a vraiment eu une montée mécanique? Est-ce que c'est juste mathématique cette augmentation de 8%? Donc je me suis intéressé à ce que les 12-13 premiers acteurs ont fait. J'ai enlevé tous les autres éditeurs. J'ai pris que les 13 premiers éditeurs historiques. Je trouve que ça fait beaucoup déjà. Ça fait déjà beaucoup. Parce qu'il y a un moment où ils n'étaient pas aussi nombreux. Enfin, c'est vraiment... mais à 12-13, c'est 80% du marché. Hein. Ouais, non, mais ça, je consens. Je vois très bien de quoi on parle. Mais je trouve que ça veut dire quelque chose aussi de l'évolution du marché. Peut-être, il y a quelques années, on n'imaginait pas que ça serait comme ça, quoi. Non, et ils sont donc 12-13 à avoir plus de 1% de part de marché. Ce qui est quand même énorme. Donc j'ai pris que ces 12-là. Et figurez-vous qu'ils ont quasiment le même nombre de références. À 40 près. Ils ont quasiment le même nombre de références. 40, c'est énorme. Pas sur par 1005, maison, tu vois. sur 12. En tout. 12, En tout, sur 1500 références, 1200 du coup, un petit peu moins. Et il y a seulement 40 peut-être 5 grand max, mais bref, c'est un tout petit chiffre, quoi. Mais eux, leur progression de vente en volume, elle est également égale à 8% à fin août. Donc ça veut juste dire que c'est pas forcément mécanique et qu'il y a des éditeurs aussi qui font des choses vraiment de niche. Je parle du manga érotique notamment, qui a beaucoup plus sorti que les autres années, et d'autres niches comme ça qui sont un petit peu dans d'autres terrains, qui font très très peu de ventes, mais qui suffisent à eux-mêmes, et qui eux ont proposé beaucoup plus de références qu'en 2021, parce que je crois que sur l'érotisme il y a 3 ou 4 acteurs désormais. Ah oui. Qu'il n'y avait pas avant. La grande famille. Et grande famille, et eux ils peuvent sortir beaucoup parce que au Japon, ça tu t'as qu'à te pencher pour ramasser des trucs, quoi. Franchement, c'est. Je sais pas, tu vois les librairies. Je pense pas trop quand même. Tu vois les librairies à Akihabara avec les étages spécialisés. Ça fait peur, quoi. Parce qu'en plus, non mais Julie, je sais pas si tu te souviens des librairies à Akihabara, mais t'as vraiment des étages et puis c'est par genre d'érotisme. Oui, il y a des thématiques, il y a des petits fétichistes, c'est par là. Il y a des sous-genres. Voilà, les sous-genres. C'est ça. Et c'est incroyable. Tu préfères les femmes mariées les pieuvres? Non. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Non, mais voilà, c'est incroyable. Bref. Tout ça pour dire que du coup, ils sont là les 8% en plus. 12-13 premiers acteurs, eux ont gardé un nombre de références à peu près équivalent à 2021, mais eux ont vendu 8% de plus. Globalement, comment ça se compose? L'appétence pour les nouveautés est toujours stable. Elle est à 25% des ventes. Donc 25% des ventes aujourd'hui sont consacrées à des références publiées en 2022. C'est pas mal du tout. Un quart. Voilà. Ça monte à plus de 40% si on prend 2021 et 2022.
il faut bien continuer les séries que t'as achetées en 2021. Ouais, non, mais du coup, ça reste t'as des séries sorties fin 2021, on peut presque considérer que c'est des séries de 2022, quoi. Ouais. Et à 1 ou 2 points près, c'est équivalent à l'an dernier. Par conséquent, ça souligne quand même. Parce que qui dit 25% des ventes 75%. Ou 40% pour les 2 dernières années, ça veut dire que 60% c'est pour du fond. Et du fond de catalogue, et la recherche de titres plus anciens, et presque plus de la moitié donc, des mangas vendus en France sont sortis il y a plus de 2 ans. Et ça, c'était pas le cas avant. Oui, c'est vrai, parce que le manga, il y a toujours eu cette image de il faut que ça sorte vite et que ça parte vite. Enfin, je veux dire, tant qu'il est sur le marché, ça marche. Tu te dis, ça va fonctionner. Pendant très longtemps, on disait même t'as 2 semaines pour vendre ta nouveauté et après elle meurt. C'est vrai. Mais là, non, apparemment. En fait, il y a un vrai travail sur le fond maintenant du catalogue. Alors, je dis pas qu'il n'était pas fait avant, évidemment que c'était le cas, mais là, on sent vraiment, notamment sur des très très grosses licences ou séries, il y a un vrai mise en valeur du fond que, moi, je trouve qu'on n'avait jamais vu vraiment à ce point des OP régulières tous les étés sur One Piece ou des trucs comme ça. Il y a vraiment un truc. Je trouve que ça fait vraiment 2-3 ans qu'ils se sont remis à vouloir mettre en avant le fond de catalogue. En même temps, t'es assis sur un coussin géant. Il faut que t'en fasses quelque chose. Mais c'est juste que c'est vrai que c'est une autre manière de travailler où on n'avait pas forcément l'habitude. Dans des grosses maisons, souvent les services manga, c'était un peu genre. La 4e roue du carrosse. Tu vois, c'est pas. Surtout quand tu prends une maison généraliste, le service manga est pas toujours forcément. Maintenant c'est le cas, mais avant c'était pas forcément le service le plus mis en avant. Et donc, alors que c'est probablement celui qui était le plus bénéficiaire. Mais au niveau du marketing, tu vois, c'était pas soutenu autant que maintenant ça l'est. Maintenant tu sens que c'est vraiment tous les éditeurs, même généralistes, ils ont bien compris que le manga c'était là qu'il fallait faire des trucs, quoi. Ouais, non, c'est complètement fou. Je trouve il y a toujours l'appétence pour les nouveautés, mais voilà, plus de la moitié des mangas vendus en France sont sortis il y a plus de 2 ans. Qu'est-ce que vous faites ? Vous écoutez pas la 5e de couple, les acheteurs de manga? Pour ce qui est des segments des catégories déclarées, ça a pas trop bougé. Alors je parle de catégories déclarées, globalement de ce que les éditeurs déclarent. Donc il y a des shoujo qui sortent en seinen, il y a des josei qui sortent en seinen, il y a des shonen qui sortent en seinen, des seinen en shonen, et ainsi de suite. Bref. C'est toujours un petit peu mélangé, mais bon, ça reste un indicateur, et l'indicateur il est tellement clair, tellement évident. 75% des mangas vendus en France en 2022 sont des shonen. Tous ces garçons. Ces garçons et ces filles qui achètent beaucoup de shonen parce que, a priori, d'après sur les dernières études qui datent un petit peu d'il y a plusieurs mois maintenant, mais on est à une majorité d'acheteurs de bandes dessinées. Alors souvent le manga n'est pas traité à part encore aujourd'hui dans les études. D'accord. Mais plus de la moitié des acheteurs sont des acheteuses. Voilà. Oui. Donc, mais ça peut être aussi des mamans, des grandes sœurs, et ainsi de suite. C'est pas forcément le lecteur qui achète. D'ailleurs, plus de la moitié des mangas sont achetés pour offrir. Des bandes dessinées, pardon. Des bandes dessinées sont achetées pour être offertes. Ou pas données. Chez moi, mais évidemment. Après, c'est aussi c'est un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend comment on voit la chose, mais c'est aussi que l'essentiel de la production qui est mise à notre disposition, c'est aussi du shonen, donc forcément statistiquement on va plus en acheter. Je sais pas si c'est 75%, là j'ai pas les chiffres, mais oui, c'est un truc un peu qui s'auto-alimente, quoi, quelque part. Évidemment. On est à 5% au niveau des shoujo, alors c'est pas si mal que ça par rapport à certaines années, hein. Oui, mais ça a pu être pire. On est à 19% sur les seinen, et c'est surtout les seinen en fait qui prennent un peu cher sur cette année. Pourquoi, à mon avis, le shonen monte et le seinen descend ? C'est la fin de l'Attaque des Titans, parce que l'Attaque des Titans était classée en France en tant que seinen. Ouais. Et les ventes étaient telles que ça a remonté beaucoup. Que juste si l'Attaque des Titans s'arrête, et bah du coup le seinen coule aussi. Voilà, c'est forcément cool. Petite forme. On en parlera après. On vous dira. Il y a peut-être un effet passe culture aussi. Vu que c'est les jeunes, ils achètent des shonen. Carrément. C'est ça, mais alors, sauf que le passe culture, on a bien vu que ça avait quand même très peu d'impact sur les ventes. Même si ça en a évidemment, mais très peu. Et enfin donc, pour faire un petit bilan sur ce marché au global, plus de 50% des ventes de mangas sont réalisées par les 20 séries les plus en vogue en ce moment. Ça fait mal, ça, par contre. C'est triste. 20 séries qui font 50% des ventes de mangas.
La vache. C'est ouf, hein. Bah ouais, moi c'est presque une inquiétude que j'ai. Alors c'est pas une inquiétude très profonde, mais c'est un truc vraiment. Ça t'empêche pas de dormir. Non, mais on sent qu'il y a une forme de best-sellerisation du marché, quoi, qui moi je trouve me questionne sur justement ce que va devenir le manga. Est-ce que la richesse d'offres qu'on a actuelle va perdurer si ça se best-sellerise autant, quoi. C'est un truc vraiment qui me... Bah, le cercle est vertueux, puisque pour réussir à avoir des best-sellers, il faut sortir beaucoup de choses. Donc tu sors des choses qui ne sont pas que des best-sellers, des choses qui vont nous plaire. Oui, mais tu vois, genre, tu parlais des nouveaux acteurs, bah va falloir qu'ils trouvent très vite des best-sellers, sinon bah ça va, tu vois, ils vont pas pouvoir alimenter leur catalogue ou le financer. Ou des middle sellers pour les plus petits. Et je trouve, honnêtement, moi j'ai un peu, justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai un sentiment que le middle seller il prend un peu cher, quoi, sur là, le marché actuel. Je trouve que ça se polarise trop. Ouais, mais un middle seller, tu vois, je peux prendre par exemple un éditeur qui monte, qui est pas encore dans ce Gotha du top 12-13, mais qui est pas vraiment pas loin, et qui est arrivé très vite. C'est Mangetsu. Ils sont bien tombés sur Aohashi qui a pris tout de suite. Oui. Ouais. Et les Junji Ito qui se sont vendus au meilleur moment. Oui, alors clairement. Que plus personne n'en achetait. Et malgré tout, alors chance, vision, peu importe, mais du coup ils ont réussi à avoir du middle seller qui leur permet de se placer. Ouais. Et après, en revanche, ils ont beaucoup d'échecs à côté. Oui, et ils ont quand même, mine de rien, le soutien d'une grande maison, tu vois. Ils ont les reins solides pour, tu vois, tenir. Alors après, encore une fois, comme tu dis, ils ont finalement trouvé les titres pour s'en sortir. Sans Brajlon et sans Hachette, je suis pas sûr qu'ils aient ce qui veut dire, voilà, ce qui veut dire que le travail éditorial est bien fait, mais c'est aussi, tu vois, t'es vraiment un petit indé, t'arrives et je sais pas si ça te suffit, quoi, d'avoir Aohashi et Junji Ito pour financer ta structure. Non, parce qu'il faut en sortir d'autres pour avoir de la trésorerie. Donc moi c'est un peu ça qui me questionne, quoi, l'avenir de ces titres là, quoi, de ces titres un peu middle seller. Bah je vais t'inquiéter encore. Dans le top 100 des meilleures ventes de manga, il y a seulement, si tu prends vraiment de 100, de 1 à 100 des meilleures ventes, il y a 16 séries. Ouais. 16. Aïe aïe aïe. Ouais. C'est ouf, hein. Dont 5 qui placent un seul manga dans ces... Alors ça veut dire quoi, ça? Bah ça veut dire que sur les 100 meilleures ventes, t'en as plein où il y a 5 tomes, et t'en as 5 qui ont juste un tome. Ah oui, d'accord. Dans le top 100 des meilleures séries. Bon, après les titres on les connaît tous, vous les connaissez, vous les devinez. Je pense pas qu'il y ait de surprise. One Piece, Naruto, Spy Family, Demon Slayer, Kaiju 8, My Hero Academia, Dragon Ball Super, Jujutsu Kaisen, Assassination Classroom. Ah ouais. Toujours là. Encore là. Ouais, ça c'est un peu la surprise quelque part dans la liste. Mais chaque année on dit ça et chaque année il est là, donc en fait c'est même plus une surprise finalement. Tokyo Revenger. Ça c'est une bonne surprise aussi. Et bah puis, ça c'est un arc vraiment une espèce de truc monté en flèche. Mais comme Spy Family. Oui, Spy Family, ouais. Même si le tome 1 c'est super bien vendu, mais là c'est un truc de malade, on va en parler dans un instant. Et puis bah le seinen de la bande. Le daron. Le daron, Berserk, qui est évidemment dedans. Alors on aurait fait cette émission il y a 2 mois, il n'y avait pas Berserk puisque le tome 41 est sorti en juillet. Mais juste bah, c'est bien. En un mois et demi, le tome 41 de Berserk qui s'est classé dans le top 100 direct. Puis c'est une année hors Hunter x Hunter. Donc, il y a eu plusieurs années sur Hunter x Hunter. Mais c'est comme les années sans Astérix. Quand il est là, bah, il est là. Alors, calculons, non, tu parles d'Hunter, non mais calculons. Hunter. Là, il a annoncé avoir fait X chapitres, chercher des assistants. Il fait beaucoup de retakes. Il y avait un tome qui était quasiment prêt ou déjà prêt chez l'éditeur japonais par rapport aux pré-publications d'avant sa pause, avant sa maladie. Enfin, d'avant qu'il arrête vraiment parce qu'il n'en pouvait plus. Parce qu'il est malade depuis beaucoup plus longtemps que ça. Donc ils ont quasiment un tome 37 qui est prêt, qui peuvent dégainer à tout moment. Et il y a une exposition en novembre au Japon qui s'appelle Puzzle, qui était annoncée. Est-ce que... on n'aurait pas du tome 37 dans l'air. Il y a un monde. Pas un 37 qui coïnciderait avec cette expo, à condition, je dis ça seulement à condition, que son tome 38 là dont il parle sur les réseaux sociaux soit prêt. Ouais, après je pense qu'il est
C'est des théories pour l'instant, mais bon. Il y a un monde où il est possible. Il y a une réalité alternative. C'est le multiverse de Togashi. Il y a une réalité alternative. On a le droit de rêver. Alors, au Japon, en France, j'en ai. Oui, non. C'est quoi? C'est 3-4 mois d'écart, je pense, à peu près. Ouais, je sais pas. Donc ça sort en novembre. Début du printemps. Ça fera au premier semestre, quoi. Ouais. Au plus rapide, mais tu vois, je sais même pas si ce serait judicieux de sortir aussi vite, quoi. Je sais pas. Bah si, justement, faut en profiter. Ouais. S'il y a de l'actu, tu sais, comme t'as vu Le Monde qui est au taquet sur les réseaux sociaux. Ça, sur, en fait, sur c'est Togashi. ça, ouais. En vrai, il y aura pas de mauvais moment. Il y aura quoi. pas de mauvais moment, de toute façon. Pas de bon ou mauvais moment. Non, mais tu sors Hunter, tu peux le sortir en début d'année comme en fin d'année. C'est juste une histoire de rencontre. Ça changera pas grand-chose. Alors, changeons un peu de sujet, parce que là on a fait une espèce de vision globale sur le marché. On dit 3 mots sur Hunter. On a vu que le marché continuait à grandir, et pas que artificiellement. Ça, c'est quand même une chose aussi importante à garder en tête, c'est que pour tous les éditeurs, les principaux éditeurs, ils continuent de vendre plus. Donc, ça veut dire qu'on est aussi plus de consommateurs de alors, c'est ça la vraie question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'on est plus à acheter ou est-ce qu'on a plus d'argent? On a plus d'argent et on achète plus. Ça, c'est on n'aura pas forcément. On est en pleine période quand tu vois l'année compliquée dans laquelle on est, ou même les années compliquées avec l'inflation, etc., je me dis que le budget moyen, il est pas si ouf que ça. Et puis c'est vrai que là, tous les chiffres dont on parle... théorise, hein, mais... Non, mais en plus, tous les chiffres dont on parle, c'est des augmentations en volume. Ce serait en valeur, ce serait plus possible d'imaginer que c'est parce qu'on achète des bouquins plus chers et tout, mais là c'est en volume, donc du coup après, c'est vrai que on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup plus de bouquins plus chers. Hein. Oui, ça c'est vrai. Hein. Franchement, quand tu vois. Donc du coup ça en plus ça irait dans ton sens, parce que si t'achètes des bouquins très chers, t'en achètes pas forcément plus non plus, quoi, parce que ça va prendre la place de. Mais sachant que dans les chiffres en volume qu'on a, quand il y a des coffrets de 3-4 tomes, de 8 tomes pour One Piece par exemple, ça compte pour 1 dans nos chiffres, on ne sait pas détailler, ainsi de suite, tu vois. Ah oui, d'accord, il y a les trucs un peu spéciaux. Il y a des failles dans le système. Il y a des petites failles, il faudrait reprendre tous les trucs. Alors là, non, mais c'est 8 ans de préparation. C'est une thèse en fait. C'est ça. Là, faut nous payer si vous voulez qu'on fasse ça. Non, parlons maintenant des nouveautés, puisque du coup 25% des mangas achetés en 2022 sont des nouveaux mangas, sont des nouveautés, sont des trucs sortis en 2022, pas que des tomes 1 bien sûr, mais là on va parler des meilleurs lancements, des vrais lancements de tomes 1 en attendant la sortie de Dan Dadan. Qui devrait... En tout cas, on imagine que la sortie de Dan Dadan, c'est encore un game changer. Début octobre, va changer le game. Tu as raison. Ah là là. Mais en attendant que le game change, eh bien, Okamanga sort vraiment du lot pour le moment. Ils sont 3 en tête. Ouais, mais c'est bien. Il y a Sakamoto Days, qui est accompagné du label Jump. Je suis en tête de Jump, donc je suis bien. Je suis le roi. Il y a Frieren avec son collector qui a dû un petit peu je suis la plus vieille, le truc. Cassez-vous. Qui est de la fantasy, qui est quand même de la high fantasy, qui est quand même quelque chose d'assez particulier, d'assez apprécié en France. Puis t'as Horimiya qui a précédé une réputation en animé et qui est surtout sorti bien avant les autres. Parce que là on parle des 8 premiers mois de l'année, et donc forcément 2 mois de vente, ça joue un petit peu. Ouais, mais c'est bien. Moi Horimiya, c'était une bonne surprise pour tout le monde. Hein. C'est clair, mais voilà, les trois meilleurs lancements depuis le début de l'année, c'est ça, c'est Sakamoto Days, Frieren et Horimiya. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Eh bien, on a Look Back, Darling in the Franxx, Togenonki, Couple of Cuckoo, Léviathan, Oshinoko, Komi cherche ses mots, 1721 l'anthologie, Four Nights of the Apocalypse, The Eminence in Shadow, 22-26 anthologie et Die Dark. Grosse surprise. Die Dark, mais trop bien. Mais là, vraiment, belle perf pour les deux seinen que sont Léviathan et Die Dark. Ouais. Bah surtout qu'en plus, comment dire, pour Hayashi Daikyu, elle avait cette espèce d'aura de dire, elle est indé, c'est pas mainstream quoi, comme lecture. Enfin, en tout cas avec Doro et Doro, c'était un peu le truc qui était devenu culte à force d'être un peu un ovni. De connaisseur aussi. Voilà. Et puis là. Ouais, c'est qu'en plus c'est arrivé avec une espèce de bad buzz où le bouquin est trop cher et ainsi de suite. Il est petit. C'est difficile, il est petit et cher, machin. Personne va vouloir l'acheter. Oh si. À ce prix-là, je pense que c'est une très bonne vente pour le tome 1 en tout cas de Die Dark. C'est chouette. J'ai pas regardé comment on suivait au niveau du tome 2. L'histoire est trop cool. Oui.
dans le tome 2, parce que ça commence à se raccorder peu à peu dans mais le bon, 2. Mais c'est toujours aussi foutraque, c'est bien. Ouais, mais ça se met en place, mais on a vraiment envie d'avoir. Tu sais, on a vraiment envie de remettre toutes les pièces du puzzle de Die Dark ensemble. Bah tu peux pas, ils sont tous décomposés en morceaux avec des os qui se baladent partout. Bon. Mais il y a des trucs vraiment cool dans le tome 2. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement ça se passe bien. Léviathan, une créa qui est sortie en mois de janvier, ça devait sortir à l'époque, à la base en 2021, puis finalement ça a été décalé en 2022. Ah, je suis trop contente pour ça. Enfin, en fait, c'est mes deux chouchous, là, je suis trop contente. Et c'est dans le top 10 des meilleures ventes là depuis le début du mois d'août. Alors il y a d'autres trucs qui vont sortir d'ici la fin de l'année, ce sera peut-être pas dans le top 10 à la fin, mais bon, peu importe. Là pour l'instant c'est là et c'est bien là et c'est un signe que ça fonctionne. Léviathan qui sort aussi au Japon en même temps, ça qui est pré-publié et tout, c'est vraiment trop cool quoi. Yes. Puis le tome 2 arrive aussi là pour Léviathan à ne pas rater. Dans ce classement, qu'est-ce qu'on remarque aussi ? C'est la présence des 3 one-shots de Tatsuki Fujimoto. Je pense qu'il y a une love story là. Les Français kiffent ce mec. Je pense que Tatsuki Fujimoto passionne la France. Vraiment. Ouais, il est. Enfin, c'est vraiment un auteur hype quoi. C'est son heure quoi. Alors en France en tout cas, ouais, clairement. C'est le Godard du manga, tu sais. Non, c'est plus. Bah non, en vrai, on disait c'est le Tarantino quand on avait fait l'émission. Ouais, bien sûr. C'est vraiment ça. Hein. Il a cette espèce de truc de. C'est l'auteur exigeant, fun, malin, provocateur. Enfin, tu sais, il a tous les trucs qui font qu'il est dans son époque, quoi. Il est très fort. Non, ça marche. Puis voilà, mais plus des one shots, quoi. Normalement, tu mets pas trop des one shots. Si je me souviens, Dragon Ball, moi, quand je me réincarne en Yamcha, qui avait été dans le top. Mais c'est rare les one-shots dans les tapes des meilleurs vents, le lancement quoi. Ça s'appuyait sur une licence mais là tu peux dire il s'appuie sur la licence Fujimoto, tu vois, c'est mais Fujimoto presque devenu Chainsaw Man quand même, c'est comme si tu disais qu'un nouveau manga de Urasawa s'appuyait sur les précédents. Oui, soit c'est Urasawa, mais c'est pas une licence, tu vois, c'est pas Dragon Ball. Ouais, mais peut-être qu'on arrive à une époque où justement là le public commence vraiment à beaucoup plus raisonner en auteur qu'avant. Une partie du public, oui. Mais et en tout cas, clairement, le public qui lit Fujimoto, c'est pas que ces séries qu'ils aiment parce que c'est la qualité de la série en elle-même, c'est vraiment aussi pour l'auteur et pour sa personnalité, quoi. Ouais. Mais il y a de la collectionnite dans l'air, quoi. Et puis il y a de la collecte, bien sûr, bien évidemment. Mais en même temps. Et puis il a eu son expo à Angoulême. Il a eu son expo à Angoulême et que ça jouait. Hein. Ouais, je pense. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que même du coup, du point de vue des éditeurs, on sent qu'il y a un vrai travail de mise en avant d'auteurs, tu vois, vraiment. En tout cas, dans ce registre-là de manga, tu vois, ça y est, c'est fini. Hors les arts noirs, tu vois, qui va faire on sort de la niche. Du roman graphique, machin, / manga, tu vois. Là, on est vraiment sur du manga mainstream où on a des auteurs, des blockbusters d'auteurs, tu vois. Ça y est, fait pop. Le manga fait pop. Et en même temps, du coup, Chainsaw Man a repris sur Manga Plus sur Internet, donc sur l'appli de Shueisha, en version française, hein, manga un chapitre toutes les 2 semaines maintenant. Ouais, j'ai pas fait attention les derniers là. C'est un petit peu pris d'espace. Et à la fin de l'année, Crunchyroll maintenant. Ah oui, Crunchyroll. Et plus Feu casé. Sort une version prestige avec l'intégrale du premier cycle de Chainsaw Man aussi. Très cool. Pour la fin d'année. Autre chose étonnante dans ce classement, c'est la place de Darling in the Franxx. Alors oui, pour moi c'est... Vive les hormones. C'est vraiment genre l'anomalie. Alors t'adores l'auteur en plus. Mais oui, mais je l'adorais. Oh, tout de suite. Jusqu'à To Love quoi. Ouais. Moi j'adore Black Cat quoi. C'est ça. Voilà, achetez Black Cat. C'est vrai que si vous aimez Darling in the Franxx, achetez Black Cat. Vous allez voir, c'est pas pareil, mais. Ils sont jolis quand même. Vous êtes nombreux, alors jetez-vous sur Black Cat pour comprendre d'où ça vient tout ça. Non, mais c'est fou, voilà, Darling in the Franxx. Alors, pour les gens qui connaissent pas du tout ce manga et qui se disent, mais c'est quoi ce titre là qui est 5e meilleure vente là, de meilleur lancement depuis le début de 2022, c'est un animé à la base. C'est un animé de mecha. Oui. Avec des binômes. Pilotes sont des binômes garçon-fille. Et dans des positions particulières. Effectivement, voilà. Et Darling in the Franxx c'est connu auprès du grand public, surtout pour une chose, c'est que la fille se met dans une position, le garçon dans une autre. Le garçon, c'est celle d'être assis dans un fauteuil, et la fille, c'est d'être à 4 pattes devant lui. Mais moi, en vrai, je suis étonné qu'il y a un grand public pour ça, quoi. Tellement en 2022.
Et donc le manga adapté, enfin le manga qui correspond à l'animé, Darling in the Franxx, se vend super bien. Et sauf que on le voit nulle part. Il y a pas de promo, il y a pas de marketing. C'est vraiment un truc porno. Non, en fait, c'est vendu sous le manteau. C'est ça, c'est presque le succès de la honte. En fait, moi j'imagine Johnny avec un ampère, tu vois, un Darling in the Franxx. Moi j'imagine ça vraiment, c'est comme ça que ça se vend et en plus après il remonte les infos, tu sais, pour les classements et Oui, tout. Alors là j'en ai vendu 18. L'éditeur lui-même, tu sais, a un peu honte. Mais je vois même pas un message de Delcourt là-dessus, tu vois. Genre on est J'en trop vois jamais. contents, ouais. C'est genre on est meilleur lancement. Même pas, rien quoi. Mais c'est, voilà. Cinquième, derrière Look Back, quoi. T'as le Look Back et Darling in the Franxx. C'est quasiment autant de ventes en plus, tu vois, l'un et l'autre. Mais c'est un truc de malade, quoi. Ouais. Et non, mais le pire, c'est que les tomes 2 et 3 ils continuent pareil, quoi. Ah, bah écoute. C'est ça qui est Non, fou, bah, c'est c'est- que il y a une fidélité avec Darling. Mais oui, mais c'est bien. Je veux dire, ça suit ses promesses qu'il propose dès le tome 1. Donc Non, le pire, les c'est gens que sont contents, je pense. Pour l'animé, ça propose autre chose que ça, mais effectivement, ça arrive vite à ça, quoi. Cette position. Après, je sais pas, je pense que c'est. Enfin, moi, je suis. Il y a Dan Dan qui arrive, et moi, j'étais contente de voir que, ça y est, il y a quelqu'un qui allait frontalement sur le truc du sexe. Enfin, et là, c'est un peu ça aussi. C'est que on a quand même pas mal aseptisé. C'est-à-dire, il y a les mangas qui parlent de ça. Mais tu vas voir que Et ça va puis, faire là, débat. hop, Tu vas voir qu'il y a revient. quelques scènes dans Dan Dan qui vont faire parler. Hein. Ah, bah oui, c'est sûr. J'en suis sûr et certain. Bon, on en parlera. Ouais, oui, mais on en parlera bientôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 6ème, Togananki, quoi. Togananki qui se vend sans faire de bruit, pareil. Bah, shonen, honnête. Non, alors pas honnête. Shonen, tout droit, j'adore. Moi, je suis totalement fan. Là, je suis au Ça dernier. m'étonne pas du tout. Je suis au dernier volume et je fais vas-y, ouais. Allez. Tu sais, je le lis et tout. Du sang. Ça se lit. Alors, ça se lit en 25 minutes. Ah bah, Un tome, mais je suis tellement au taquet. Bah, du sang, évidemment, puisqu'ils ont besoin de leur sang pour se battre. évidemment. Mais c'est trop bien. Les rom-coms qui tiennent leur place. 3 rom-coms dans le top là, des 15 meilleurs lancements. Bah, c'est étonnant. Ouais, étonnant, mais on n'avait pas ça avant. On a eu les cartes essentielles qui s'étaient bien vendues. Oui. Et puis là, on a Couple of Coucou, Komi cherche ses mots, Orimiya, c'est un truc de malade. Bah, c'est bien. Bah ouais, non, c'est Voilà. chouette. Il faut du Puis cul et il faut des sentiments. La fantasy qui est toujours là avec Free Reign, avec Four Night of the Apocalypse, avec The Eminence in Shadow qui fait pas de bruit non plus, mais alors Doki Doki le place aussi bien comme il faut celui-ci. Ah bah, c'est Sachant que l'animé en plus a été annoncé pour The Eminence in Shadow. On est sur, je pense que tous les fans d'Overlord ont foncé dessus. ça c'est bien. Le concept, c'est dans ce manga, c'est. Je vais vraiment résumer. Si vous êtes très fan d'Eminence in the Shadow, pardon. Ouais. En gros, à un moment donné, le héros fait des gros mythos et les mythos deviennent réalité. C'est génial. Ouais, ça marche. Ça marche. Et donc voilà, ça c'était pour les 15 meilleurs lancements. Si on s'intéresse aux licences et aux rééditions. Vous savez, cette année, de toute façon depuis 2 ans maintenant, c'est pour ça qu'on fait une émission spéciale meilleure réédition. Il y a principalement, il y a beaucoup de rééditions. Et là, cette année, il y en a 2 qui ont vraiment eu le droit à des bad buzz de ouf. Chaque fois pour des questions de design et de fabrication, pas pour le contenu du bouquin, hein, c'est Faut vraiment qu'on pour... devine, c'est ça. Ouais, c'était quoi ? Vous vous souvenez ? Les 2 gros bad buzz bien sales. Je pense que Naruto, il a quand même un peu pris. Naruto, bad buzz sale. Deuxième bad buzz sale. Moi, c'était Evangelion, évidemment. mon usual suspect. Donc ça, c'est les 2 bad buzz bien sales de cette année sur les rééditions, Naruto, Evangelion. Alors, est-ce qu'elles vont être dans le top des meilleures licences et rééditions, à votre avis ? Alors, bien loin, très loin devant les autres. Quelles sont les 2 meilleures ventes en réédition ? Je me demande pourquoi tu nous poses la question, Maxime, après, oui, ça a l'air très rhétorique. après nous avoir demandé. Je sens un esprit un petit peu coquin chez toi et qui voudrait peut-être nous dire que ces 2 meilleures ventes, ce serait Naruto et Evangelion. Bien évidemment. Mais genre méga loin devant les autres. En même temps, ils ont une aura. Enfin, les 2 titres, c'est des univers entiers. Enfin, alors moi, si je ne lis que Twitter, on s'en fout. Ou que Facebook, ça n'a jamais marché. Boycott total. Hors de question de s'intéresser à ça. Ces éditeurs devraient même plus exister. Tous les humains qui travaillent pour eux devraient mourir. J'ai mal à mon manga. C'est gens... J'ai mal à ma France. Vive la France. Mais en fait, il y a un petit peu un truc. Enfin, moi, quand je lis ce genre de commentaires, je me dis, mais
il faut vous faire une raison, les gens. Vous êtes tous des drogués. Vous allez y revenir. Arrêtez. Enfin, mais non, mais c'est ça. Vous allez venir prendre votre dose. Vous allez arrêter de nous faire chier. Vous allez le lire. Vous allez dire caca, mais j'en veux encore. Voilà, très bien. Est-ce que ça veut dire que ces fameux bad buzz réseaux sociaux, qu'est-ce que ça veut dire de ces fameux bad buzz en fait ? Que les gens ont besoin de dire des trucs pour se défouler. Alors qu'ils devraient lire du Yashikei, ça leur ferait du bien. Moi, je pense qu'ils pensent qu'ils sont plus nombreux qu'ils ne le pensent. Il y a de ça aussi. Hein. Moi, je pense que c'est un peu vrai. Comme des tout petits syndicats. C'est des gens qui sont peu nombreux, mais qui font beaucoup de bruit, en tout cas sur ces réseaux-là. Et j'avoue que moi, c'est pareil, c'est un truc qui me pose beaucoup de questions, cette espèce de mode entre guillemets du bad buzz, du ouin sur Twitter, sur des rééditions. Ce qui ne veut pas dire que je défends Mordicus, les éditions en question. Non, parce qu'elles avaient des vrais avoir problèmes, des défauts, etc. Mais je trouve qu'il y a vraiment une espèce de je sais pas, de logique en ce moment, ou de trucs un peu malsains, je trouve, de cette pleurniche sur Twitter, mais qui du coup je trouve engage beaucoup trop les éditeurs par rapport aux problèmes que c'est. Mais bon. Alors, en fait, c'est les ça. éditeurs, ils répondent en tout cas beaucoup. Oui. Pardon. Non, mais encore une fois, je trouve que ce que ça soulève comme souci, c'est que les gens, ils passent beaucoup d'espoir, les lecteurs ou les gens qui veulent acheter ces licences, qui veulent soutenir, parce que c'est ça aussi quand on demande le pouvoir d'achat, c'est de dire moi je peux défendre économiquement telle ou telle série. Et ça sous-entend qu'ils aiment énormément ces séries. Ben oui. Et après, la façon dont certains réagissent, ça te fait dire mais en face il n'y a pas des robots. Les rotatives c'est des machines, mais les gens qui font les livres et tout ça, ils sont là, ils sont faillibles. Il faut se calmer mais en fait, c'est ça que je veux dire. Je veux pas qu'on interprète mal ce que je veux dire. C'est évidemment que en tant que lecteur, t'as un droit, tu vois, d'exigence sur, a fortiori sur un ouvrage qu'on te vend comme une réédition, un truc prestigieux et tout. Mais à un moment donné, voilà, comme dit Julie, n'oubliez pas que vous vous adressez à des êtres humains. Oui, ça sert à rien d'aller les insulter. Je trouve que ça prend des proportions. Et quand je dis ça engage les éditeurs, je trouve que ça les pousse à des fois prendre des décisions qui sont littéralement en fait disproportionnées par rapport au vrai problème que c'est, parce que comme tu viens de le dire, les 2 meilleures ventes finalement ça n'a absolument pas impacté les ventes. Puis je pense qu'ils se prennent à leur propre piège, puisque je pense quand on utilise, mais c'est le jeu, hein, c'est commercial, des mots comme perfect, prestige, ultime, machin, t'as une espèce derrière t'as une espèce de promesse que tu intériorises. Ouais, mais la perfection n'existe pas. Bien sûr. La pureté n'existe pas. Tu l'intériorises et du coup tu la projettes sur l'œuvre, ce qui crée encore plus de déception. Mais moi, ce que je trouve, moi, je pense que t'es éditeur, tu te rends compte que t'as fait une bourde. T'es le premier à te dire mais mon Dieu, et te sentir comme une merde. Mais c'est pas la peine de venir en tartiner des couches dessus, quoi. Et il faut évidemment rectifier le tir, donc ça peut passer par le moment la prochaine édition et tout. Mais en fait, je trouve que ces bad buzz, outre le fait qu'on se rende bien compte qu'ils n'ont aucune incidence sur le succès ou non d'une édition. Pas entièrement d'accord, vas-y finis. Mais je trouve que ça pousse les éditeurs des fois à prendre des décisions qui sont pas bonnes, quoi, qui sont vraiment un peu hâtives peut-être. Ou hâtives, pas forcément pas bonnes. Dans la précipitation, qui sont. C'est de la réaction. Et qui sont dans la réaction, etc. Et je trouve qu'aussi c'est un truc qui est quand même très propre à l'édition BD manga, où on a vraiment affaire à des collectionneurs qui sont. Enfin moi je vais dire le mot des tarés. Et que si tu prends d'autres secteurs éditoriaux, effectivement tu parles du livre de poche. Pardon, mais c'est n'importe quoi les éditions de livres de poche, ça change de charte tous les 6 mois, il y a des nouvelles traductions, t'en as 4 pour une même œuvre, enfin au bout d'un moment, si tu as cette même logique sur des auteurs de littérature que t'aimes, enfin tu deviens fou, quoi. Mais c'est pour ça, je pense que ils s'en prennent surtout aux rééditions et pas aux éditions normales, parce que la réédition sous-entend quelque chose de plus luxueux.
En tout cas, c'est le sens que ça prend en France. C'est vrai. Alors que la réédition n'est pas forcément luxueuse. C'est ça, voilà, en fait, c'est ça aussi, c'est que des fois il y a ça. Après, là où ils ont raison, c'est que parfois ils prennent en exemple d'autres éditions prestige ou ce qu'on veut, d'autres pays qui leur semblent plus qualitatives. Ça, c'est un argument qui s'entend. Tu vois, tu peux dire bon bah là, dans tel pays, ils ont réussi à faire une édition. Alors, que moi, figure-toi que j'ai mieux, passé mon été en Italie et j'ai fait. J'ai acheté plein de perfect italiennes. Figurez-vous qu'en Italie, ils sortent la perfect de Paul le Pêcheur. Ah mon dieu, mais c'est payé pour toi. Ah là là, c'est tellement bien ce manga. Et même en italien, c'est parfait. J'ai passé mon été en Italie, c'est parfait aussi. Et il y a énormément de titres qu'on n'a pas en France qui ont l'air trop bien. C'est des titres cultes et tout. Mais il y a des qualités de bouquins des fois. Après, alors il y a des trucs géniaux et il y a des trucs vraiment tout pourris. C'est vraiment. Moi je suis complètement pour qu'on s'inspire de ce qui se fait de bien ailleurs, tu vois, ça c'est clair. Mais tout n'est pas bien. Oui, bien sûr. En revanche, celle de Paul le Pêcheur est vraiment, elle défonce vraiment. C'est un truc de malade. T'avais une canne à pêche dedans, collector. Non mais presque. Non mais vraiment, je vous prendrai des moi photos. j'ai pris celle de Gon vu que de toute façon c'est muet, donc c'est pas l'édition italienne. Je m'en fous, tu vois. Alors, l'italien est assez proche du français sur le manga, ça va encore. Sur Paul le Pêcheur, on peut s'en sortir en baragouinant un petit peu. Non, moi ce que je voulais te dire aussi, quand tu m'as dit est-ce que c'est un impact, moi je pense que ça a même un impact positif en fait. Ah oui, oui. Quand je vois des likes et tout ça, et que même tu sais on a tous des amis qui aiment le manga mais de loin. Oui. Oui. Moi j'ai des amis de loin voyant les bad buzz sur Naruto et Evangelion qui m'ont fait mais trop bien, j'ai vu là, il y a un bad buzz, c'est trop bien, il y a Naruto et Evangelion qui ressortent. Et ben voilà. Ils s'en foutent du bad buzz, ils ont vu juste que ça ressortait, ils ont fait mais moi je les ai pas en plus, trop bien. Ah ouais, et puis c'est surtout, faut pas oublier d'où on vient aussi quoi. Franchement, l'édition de manga en France, nous qui avons un peu accompagné entre guillemets alors on vient de loin et il y a encore des trucs très mauvais en plus en France aujourd'hui, mais on peut évidemment aussi avoir envie de mieux. Et tout va s'améliorer. Ça je suis complètement d'accord. Mais c'est juste. Mais à quel prix ? Voilà. Et c'est surtout comment on se positionne par rapport à ça. Et est-ce que effectivement l'attitude qu'on va avoir ne va pas être finalement contre-productive par rapport à la cause qu'on prétend défendre, parce que ça se trouve ça va aussi décourager des éditeurs à faire des perfects sur certaines séries en se disant de toute façon là. Je vais avoir 300 énervés qui vont me faire chier. Si tu dis ça à ces 300 personnes, ils vont te répondre mais c'est pour faire une perfect pourrie, et moi je m'en fiche. Ne la faites pas. Je me fais l'avocat du diable, mais voilà. Si tu l'as fait, tu l'as fait pas. Et je me dis aussi, est-ce que ça aurait pas été meilleur sans ces bad buzz ? On n'en sait rien, tu vois. Je pense que c'est un théorise, bien évidemment. Mais je pense que c'est quand même aussi. Ça a pu avoir un impact aussi lié à un truc de l'époque qui est que les gens ont besoin d'attention, tu vois, et ont besoin de montrer qu'ils savent des trucs, alors que déjà les trois quarts ils tranchent au lieu de dos, alors qu'ils se prennent pour des éditeurs qui feraient des meilleurs choix que les éditeurs, tu vois. Figure-toi que je trouve que de plus en plus de gens ont compris qu'un dos est un dos et qu'une tranche est une tranche. Ouais. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Peut-être plus qu'avant. On va apprendre des choses. Mais c'est finalement tout est utile, voilà. Oui, bien même sûr. ces histoires de boycott, mais finalement, ça représente peut-être qu'une poignée de personnes, mais il y en a d'autres qui les lisent. Mais n'oubliez pas qu'il y a des êtres humains à qui vous vous adressez et qui sont pas forcément en plus les responsables directs du problème que vous pointez, et qui peuvent être subir faut pas votre blesser agressivité. Les gens. Bon, ça fait 3/4 d'heure qu'on a commencé, il va falloir qu'on avance un petit peu. Dans ce top 10 des mangas de licence et de réédition, c'est vrai que je dis réédition, mais c'est licence aussi, parce que Star Wars, on peut pas le mettre avec les autres lancements, c'est pas possible, tu vois. Donc le classement, ça fait Naruto Evangelion, quasiment kiff. 3ème, truc de malade, Satan 666, 3ème meilleur lancement, mais oui, non, le frère jumeau. Oui, frère jumeau, pardon. Frère jumeau de Kishimoto, Satan 666, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, mais notamment dans la toute première émission, ça remontait à 5 ans, des mangas oubliés, parce que c'est un de mes mangas favoris, des mangas oubliés. C'est vrai. Et il a pas été oublié, ou alors on a vraiment eu beaucoup d'auditeurs. Après le prix à jouer, évidemment, manga à 3€. Après, c'est pas le seul manga à €, mais ça a dû jouer. Mais c'est bien. Je trouve que c'est une très très bonne. Mais 3ème meilleure réédition pour l'instant depuis le début de l'année, c'est génial. Ou licence ou réédition. Ensuite, on se demandait ce qu'allait advenir de la marque Star Wars en manga. 4ème meilleure vente de ce classement et 8ème. C'est un peu cheaté, non ? Mais je pensais pas que ça allait fonctionner. Il y a un public. Bon. Il y a un public pour Star Wars. Il y aura toujours un public pour Star Wars. Non, mais c'est fou quoi, même en manga.
Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre 5e Arsène Lupin, 6e My Hero Academia, 7e Dragon Quest, donc 8e Star Wars, 9e Rokudenashi Blues, 10e Une Sacrée Mamie. Big up. Ouais. Big up à My Hero qui est toujours là aussi en place. Puis Dragon Quest et Rokudenashi Blues, je sais pas ce qu'en attendaient les éditeurs. Je trouve que les lancements sont timides, mais ça se trouve en fait pour des titres vieux comme ça correspond peut-être juste au potentiel, c'est juste peut-être ce qu'il fallait. Bah on va voir. Hein. Bah ouais. Après tu vois Rokudenashi Blues, si tu t'en tiens à Twitter, c'était le titre le plus attendu de l'année. Tu vois, mais on savait que c'était une surreprésentation. Après il est sorti en gens, juillet. Il est sorti il y a pas longtemps, ça va monter et ainsi de suite, bien sûr. Hein, mais et là encore, il y a eu un petit bad buzz aussi sur Rokudenashi. On va voir s'il y aura un petit effet aussi. Mais voilà. Et puis Arsène Lupin. Alors je l'ai mis dedans parce que c'est vraiment une série à part, c'est une réédition, parce que ça avait été déjà sorti à l'époque. Arsène Lupin, mais je suis super surpris quoi, 5ème de ce classement. En même temps, Arsène Lupin, on va dire au global, avec Omar Sy, tout ça. En ce moment, il y a de la big up Omar Sy. C'est clair. Ouais, là, en plus, la série est bien. Oui. Mais vraiment, c'est chouette. Si ce genre de choses vous intéresse, intéressez-vous à Arsène Lupin. Intéressons-nous maintenant, au top 25 de tous les tomes confondus. Quels sont les 25 tomes qui se vendent le plus ? Aïe. Bon, bah, allez. Alors vraiment, tu veux que je te le dise, Julie ? Mais je suis sûre qu'il y a un petit gamin habillé en orange là. L'an dernier, effectivement, Naruto faisait cavalier seul. Toujours en tête. Cette année ? Eh bien non ! Enfin presque. Il est plus seul. Il fait cavalier trio, comme pour les meilleurs lancements. Ouais. Et vraiment un petit bout de cheveux courts devant, c'est le tome 1 de Spy Family qui domine les ventes pour l'instant. Devant le tome 1 de One Piece et le tome 1 de Naruto. Ça se joue à pas grand chose, et avec les marges d'erreur qu'on a sur nos chiffres, on peut se dire que c'est vraiment le trio de tête ex aequo, quoi. Bah c'est pas mal, hein. C'est un truc de fou. Spy Family. Mais moi Spy Family, je suis assez sur le cul quand même du succès de ce Spy Family qui serait truc. qui est premier ex aequo ou premier tout court. Spy Family a 3 tomes dans le top 10 des meilleures ventes. Ouais. Bah moi je sais pas, je suis pas contente pour eux. Non mais c'est malade quoi. pour Kurokawa, et puis moi j'ai toujours trouvé que la fab était bien, que les objets étaient beaux, et je suis d'accord. Et donc je suis contente. Ouais. Naruto toujours là donc avec 2 tomes, il y a le tome 1 et le tome 2. Ça c'est même pas les derniers, c'est vraiment le tome 1 et 2 qui continue de recruter à mort Naruto. Bah c'est très. Ouais. Et puis on a le 3e tome de Naruto est 11e, hein, donc c'est quasiment 3 comme les autres. One Piece 3 volumes aussi. 3 volumes, le 1, le 2 et le 101. Bam. Espace temporel. C'est plutôt le signe d'une série où ça se passe bien. Ouais. Franchement, vous êtes fan de One Piece, soyez contents, vous faites partie des maîtres du monde, du manga. J'avoue. One Piece, donc 3 volumes, et avec l'événement en plus de la nuit One Piece qui a eu lieu la semaine dernière. Tout à fait. Et les photos, c'était trop bien quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, ça a eu l'air de vraiment marcher. Carrément. Même médiatiquement, il y a eu pas mal de trucs. Ouais, ça avait l'air vraiment cool quoi. Et donc One Piece pourra donc bien grimper à cette occasion avec la sortie du tome 102. Avec un tome 102 qui viendrait s'intercaler dans ce classement. Mais attention, parce qu'en octobre, il y a le retour de l'animé Spy Family. Donc Spy Family pourrait cartonner encore plus. Mais attendez, en octobre, il y a un petit anniversaire de Naruto en France. Exact. Et il se pourrait bien que ça pousse des lecteurs à revenir vers le ninja. Et donc, bam, Naruto encore. Non mais, grosse guerre quoi des 3. Naruto, One Piece, Spy Family, là sur la fin d'année, c'est la grosse guerre, c'est déjà les 3 premiers. Ouais. Mais en plus, ils ont tous des événements qui les poussent quoi. Et les éditeurs font vachement bien le boulot en plus. Ça va être la guerre espion, ninja, pirate. Choisissez votre camp. Vous avez vu les petits. Il y a des cadeaux en librairie là pour Spy Family, des washi tape, des petits rouleaux de scotch. Trop choupi. Ah, c'est mignon ça. Trop choupi, mais j'ai déjà tous les tomes. C'est offert pour l'achat de 2 tomes, tu sais, je suis d'accord. Ah bah ouais, moi aussi. Zut. Déjà que j'ai acheté 2 fois. Écoute, je les ai pas, peut-être que je les achèterai et je vous les filerai. Ah oui, mais alors par 2, tu sais, chacun tu passes plusieurs fois en caisse. Peut-être pas. Pour Demon Slayer, sinon ça se passe bien, parce que Demon Slayer est aussi dans ce classement. Je m'attendais à une vague un peu plus forte. Parce que comme il y a le dernier volume qui sortait, je m'attendais à un truc de malade. Ouais, mais ça va venir petit à petit. Je pense qu'il va. J'ai l'impression que ça vient moyen très haut. Ah ouais. Mais pas genre vague déferlante.
Tu vois, pas un Kamehameha. Bah, pas dans Demon Slayer. C'est un petit Makenko Sapo, quoi. Ouais. Ouais, pas dans Demon Slayer. Roue de feu. Peut-être, voilà. Est-ce que Panini se sont pas un petit peu endormis sur leur laurier avec cette série? Bah non, en se il y a disant, énormément de ambiance, trucs qui sont sortis. Il y a en plus, il y a des super bouquins. Il y a des ils ont fait artbooks, des Ouais, machins. les couvertures collector du tome 1 et du tome 23, les artbooks, les caractères. Non, il y a vraiment trop de trucs qui sont sortis, qui sont bien sur Demon Slayer. J'avais pas bien suivi. J'avoue que j'ai tout acheté. Oh là là, Je suis super content, mais je sais plus où les mettre, les Demon Slayer, parce que du coup, comme c'est fini, en plus j'ai des bibliothèques sur les trucs en cours, machin, bref, je raconte ma vie. Donc 2 tomes dans le top 10 pour Demon Slayer, et sorti de ce top 10, où sont les autres mangas? On ne sait pas. Eh ben, ils sont pas là. Il y a que 4 séries qui sont dans le top 10 des meilleures ventes automne. C'est fou ça. 4 séries: Naruto, Spy Family, One Piece, Demon Slayer dans le tome 10. Un point, c'est tout. On peut se concentrer sur les éditeurs maintenant. Traditionnellement, et depuis un paquet d'années maintenant en France, on parle d'un trio historique qui domine le marché. C'est Glénat, Kana, Pika. Mm-hmm. Mais avec le marché qui est totalement bouleversé, qui est explosif maintenant, est-ce que ça tient toujours ce trio de tête sur le marché? J'ai envie de vous dire oui et non. Parce que depuis le Covid et puis l'acquisition de My Hero Academia, de Jujutsu Kaisen entre autres, il y a Ki-un qui est vraiment venu bousculer la hiérarchie. C'est bien qu'ils sont passés devant Pika. C'est ouf, Pour l'instant, ils sont quelques cheveux devant Pika en part de marché. Les parts de marché, c'est quoi? C'est Ki-un 11,2%, Pika 10,65%. C'est vraiment c'est minime. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Une bonne sortie et ça change tout. Mais je veux dire, ils sont au même niveau, quoi. C'est un truc de malade. Parce que tout ce travail qui est fait pendant qu'une moto qui fait beaucoup de bruit passe très derrière nous. Très expressif, oui. C'est ça. C'est le livreur de Ki-un qui est... Second éditeur du marché, c'est Kana, qui en plus fait un peu de BD qu'on n'a pas comptabilisé ici dans nos chiffres. Vous savez, les BD Goldorak, Chevalier, qui n'est pas encore sorti. Mais voilà, ça c'est pas comptabilisé, donc faut imaginer en plus que c'est un tout petit peu... surtout Goldorak, c'était un sacré carton. Gros carton, donc en plus, effectivement... Ça pourrait avoir un poids on l'a pas mis exactement dans les chiffres, mais ça représente en plus beaucoup de boulot pour les équipes qui du coup font... Bon bref, voilà, vous imaginez bien le truc. Mais ils sont quand même très loin derrière Glénat qui représente plus d'1/5 des parts de marché du manga en France. Bam. En très très gros. Allez, vas-y, je roule dessus. Ça veut dire qu'un manga sur 5 vendu en France, c'est un manga Glénat. Alors on parle de parts de marché en chiffre d'affaires estimé là, mais globalement, en très gros, voilà, un manga sur 5 vendu en France, c'est un manga Glénat, quoi. En même temps, tu vends 100 tomes d'une série. Ouais, et puis ils sont là depuis le début. Si, ton cas, mais il y a du chemin, quoi. Ils sont là depuis le début. Et ces 4-là, Glénat, Kana, Ki-un, Pika, c'est plus de la moitié des ventes de manga en France. Bravo. Plus de la moitié du chiffre d'affaires du manga en France. Derrière, on va retrouver Kurokawa, Panini, qui était porté par Demon Slayer, évidemment, et Spy Family pour Kurokawa. Ensuite, Kaze Crunchyroll, qui est en embuscade, avec plus de 6% de part de marché, porté par Mashle, Black Clover, Kaiju, qui peuvent s'inscrire dans le temps et donc faire vraiment gonfler cette part de marché et faire arriver Kaze Crunchyroll dans les 10-11% comme les autres. Mais pour déloger Glénat, il va falloir du temps. C'est ça, c'est que tu disais dans les mangas vendus, t'as 60%, c'est du fond. Et Glénat, niveau fond, ça va, ils c'est clair. Ce qu'il faut, quoi. Et Kana aussi, est-ce qu'il faut dire aussi une chose à propos de ces fonds-là, Glénat, tout comme Kana, ne font quasiment pas d'arrêt de commercialisation. Oui, c'est ça. Et Ki-un est beaucoup plus jeune, donc on peut les mettre à part, et Pika en font beaucoup. Mais ils sortent beaucoup plus de nouveautés, ils rééditent plus. Alors du coup, c'est des stratégies qui sont vraiment différentes. Si vous vous intéressez à l'édition, c'est vrai que c'est intéressant, c'est curieux, tu vois. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que dans les top 10 que tu as cité juste avant, des 10 meilleures ventes, il y en a quand même la moitié, voire plus, qui sont pas édités par des éditeurs du trio de tête, quoi. Ouais. Ça, c'est assez intéressant, quoi. C'est intéressant, Spy Family et Demon Slayer. C'est fou. Ensuite, on a donc quoi? On a Tonkam et Soleil qui sont toujours à peu près aux mêmes places, 8ème, 9ème, 7ème, par là. Et puis Doki Doki qui complète toujours le top 10 depuis bien longtemps, qui est menacé à présent par Nobi et par Meian qui ne cesse de monter, l'un comme l'autre. Là, on est à moins de 2% de part de marché, hein. Attention, on n'est pas au niveau des autres, mais
Mais ça progresse tout doucement quoi. J'aime bien ce que tu regardes la ligne édito de Meian et Nobinobi, c'est vraiment les deux opposés. C'est clair. Et qui sont là. Oui, non, nous aussi on est là. Ah, bah, oui. Et puis Doki Doki qui est un acteur historique qui est là depuis super longtemps. Mais qui tient bien sa ligne de manière sérieuse et Ouais, ils font le job. bien travailleuse, bien acharnée, qui arrive toujours à nous sortir des mangas toujours chouette. Non, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le top des licences. Alors là, on va regarder la santé des différentes licences manga avec ce top. Ce qu'on entend par licence, c'est pas seulement une série. Par exemple, pour Dragon Ball, c'est pas juste Dragon Ball Super, c'est Dragon Ball Super, Dragon Ball Z Anime Comics, Dragon Ball SD, enfin voilà, c'est tout Dragon Ball. One Piece, c'est One Piece Magazine, c'est One Piece Quizbook, c'est One Piece Anime Comics, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour avoir un aperçu de comment se comportent les licences en rayon livre. Oui, mais on parle des livres. On parle que des livres, bien évidemment, ou des livres, tout simplement. Oui, parce que par exemple, le coloriage One Piece, je sais pas si ça existe. Il y avait des coloriages Naruto, par exemple. Ça rentre dans ton top licence ou pas? Ça dépend comment ils sont vendus et où ils sont vendus. Okay. Tu vois pas grand chose. Après, les ventes des coloriages, oui, c'est pas ça qui va. Les calendriers. Et même les calendriers, c'est pas malade. À la limite, les agendas, ça peut jouer, mais les agendas, la plupart du temps, c'est les éditeurs qui les sortent. Par Larouski, en fait, de plus en plus maintenant. Donc, évidemment, One Piece est toujours très très solidement en tête. Vraiment loin devant les autres. D'une part parce que la série principale est toujours en cours, d'autre part parce qu'elle est accompagnée de beaucoup d'autres sorties. Je parle des One Piece Magazine, on parle des agendas, on parle d'un million de choses pour One Piece, des animés comics qui continuent de sortir. Puis c'est vraiment une des séries les plus populaires en librairie tout simplement quoi. Oui, et puis c'est l'effet 102 tomes quoi. C'est beaucoup de livres. Et c'est beaucoup de générations d'humains. Beaucoup de générations. Oui, aussi. Bien évidemment. Derrière, ça se bataille entre Demon Slayer et Naruto, pas beaucoup. L'une est plus récente que l'autre, mais plus courte. Parce que c'est que 23 tomes, Demon Slayer, malgré tout. Mais c'est très récent. Oui. Ce qui n'empêche pas Demon Slayer d'être très très vivace et Naruto d'être toujours super existant, quoi. C'est fou, hein. Après autant d'années. Ouais. C'est incroyable. My Hero Academia, toujours installé dans le top 5, futur classique évidemment. Derrière, il y a Jujutsu Kaisen, et là c'est intéressant parce que Jujutsu Kaisen est moins développé que les 4 premiers. C'est le seul à être dans le haut du classement dans ce top 5, qui est 5ème, mais qui a juste 15 tomes. Ouais. Jujutsu Kaisen, il n'y a pas Jujutsu Kaisen Anime Comics, Jujutsu Kaisen Team Smash machin, Jujutsu Kaisen le fils du revenant qui était pas là, bref. Non mais en fait c'est drôle parce qu'il y a ce côté brut, tu sais, de Jujutsu Kaisen que tu retrouves un peu là, genre non je suis là, genre c'est moi, bam. Ouais. Alors il faudra qu'on revienne dessus. D'ici la fin d'année peut-être. Et puis évidemment on en parlait parce que le tome 1 explosait. Spy Family qui talonne, qui caresse les fesses de Jujutsu Kaisen. Ouh là là, attention. A vraiment pas grand chose. Et c'est pareil, Spy Family, c'est juste Spy Family, c'est juste la série. Pour l'instant il n'y a pas encore de spin-off, de développement. Il n'y a pas beaucoup de tomes, non, 9 tomes. 9 tomes, c'est encore moins que Jujutsu. Puis il y a le phénomène de rattrapage en plus, qui lui va peut-être pas durer très longtemps. Mais là, en tout cas, qui est bien fort. Comme à l'époque pour Demon Slayer, c'est d'un coup, tout le monde se dit mais en fait, Demon Slayer, c'est bien, je vais acheter les 10 premiers tomes d'un coup. Alors là, ça fait du chiffre. C'est ce qui se passe un peu pour Spy Family. Sauf que c'est sur les 7-8 premiers tomes, mais ça se rattrape d'un coup. On a Dragon Ball qui est toujours là, 7ème place. Le papy. Toujours là, tranquille, Dragon Ball. Tel maître Karine dans sa tour, il regarde tous les autres. L'attaque des titans qui continue de chuter un petit peu, mais qui est là. Berserk, le seul seinen, comme d'habitude. Papy 2, donc. Bien évidemment. Tokyo Revengers 10ème. Ça, c'est une surprise. Les genoux qui arrivent. Et qui Tokyo Revengers, c'est une surprise parce que là aussi, il n'y a rien d'autre que la série. Ouais, et surtout Tokyo Revengers, ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux autres séries, quand même, Berserk mis à part, c'est une série qui a pas bien démarré quoi. Enfin, c'est une série qui a mis du temps à s'installer et Demon Slayer aussi, Demon Slayer c'est vrai, mais c'est un autre cas de figure. Mais c'est vrai que Tokyo Revengers, il y a un truc assez je sais pas comment dire, très progressif et en même temps très explosif. Il y a eu un espèce de tome, je sais plus, c'était peut-être au 6-7, un truc comme ça, où c'est devenu un espèce de phénomène manga, mais vraiment au début c'était très timide quoi, le début. Juste derrière Tokyo Revenger, on a Fairy Tail pas loin, puis ensuite ça commence à baisser drastiquement. Après Fairy Tail, on a One Punch Man, Kaiju 8, Promise Neverland, Doctor Stone, Chainsaw Man, Mashle,
As-Class, Black Clover, Pokémon qui est toujours Ils présent. sont toujours là. Mais on est vraiment quasiment moitié moins que les 11 premiers, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment fort. Donc voilà pour finir cette émission. Je voulais juste qu'on fasse un petit truc chacun. Ouais. Avant de dire au revoir à nos auditeurs, parce qu'on a donné quelques chiffres. Ouais, c'est de leur donner des devoirs, t'as raison, parce qu'on a repéré 3 mangas en galère. Ouais. Moi j'en ai même un petit quatrième qui est caché. Oh ouais, je pense qu'il y en a en fait. Pour finir, il y a plein de mangas en Mais galère. oui. Donc du coup là on vous a présenté les ventes, machin, mais on a le fond, le fond de la classe, les cancres, ceux qui sont près du radiateur. Et dans ces mangas près du radiateur, on a vraiment des mangas qu'on adore, dont on parle dans cette émission. Et je sais que certains d'entre vous les adorent aussi, ces mangas. Eh bien, il va falloir mettre un petit coup de fouet. Oui. Parler à vos potes, enfin bref, voilà. Ouais. Le petit point, le premier, c'est sur Journey Beyond Heaven, qui était pas trop mal parti sur le tome 1. C'était pas la folie, hein. Non, mais c'est Mais bien. voilà, Ouais. ça allait, ça a limité la casse. Puis malheureusement, ça s'épuise fort à chaque tome, alors que c'est mieux à chaque tome, Mais ce qui oui. est pas normal. Ouais. Qu'il y a un truc. Voilà, peut-être la sortie, je sais pas, il y a un problème et il va falloir se concentrer et aller bien prendre chacun. C'est pas des comme si on vous journées l'avait pas déjà dit, hein. Even. Donc là, par exemple, avec le tome 6 sorti au début d'année, on est à moins de 1000 personnes à les suivre. Vous êtes plus nombreux à écouter la 5e de couve. Alors Qui a qu'est-ce que vous faites? acheté. Attends, vous êtes plus Journée. nombreux à écouter la 5e de couve dans les 24 heures premières heures qu'à acheter Qui n'a pas Alors son journée alors chez que soi. si vous nous écoutez, Ouais. normalement, Journée vous Beyond achetez Heaven. tous Journey Beyond Heaven. Non mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait plus d'audience que Journey Beyond Heaven fait de ventes en 24 heures. C'est un problème, c'est un problème. Alors vous êtes peut-être très nombreux à nous écouter, et merci beaucoup. Ouais. Mais alors, Peut-être que ça plaît pas à intéressez-vous tout le ce monde. manga. Louez-le en médiathèque Oui. aussi, si vous avez des médiathèques. Donnez-lui une chance. Amis libraires qui nous écoutez, Surtout ça, parce que commandez-le, mettez-le parce qu'en en fait avant. c'est ça le problème, c'est qu'il est introuvable en librairie évidemment, puisque s'il y a que 1000 personnes qui le lisent. tu vois. Mettez-le en Mais, avant c'est dommage. et faites un petit coup de écriteau cœur, un machin. recommandé par la 5e de Mais couve. oui, voilà. Voilà. On vous, Ouais, les gens vont on voir. vous C'est quoi fournira la les 5e? fichiers du logo pour faire le sticker. si vous voulez. Alors vous nous demandez, on vous le file évidemment, et puis vous voulez un petit texte, on vous écrit le Eh petit oui. texte, Ah bah oui. voilà, mais c'est ça. Bref, super bien, et scénaristiquement ça se maintient bien, mais en revanche maintenant c'est juste qu'on a rattrapé la parution japonaise et qu'on est à 6-8 mois entre chaque Ouais, tome. faut attendre un peu. Et ça, Mais un c'est peu plus bien, dur. on peut faire Voilà. plein de théories. Venez sur le Discord, on fait des théories Ouais, tous c'est ça. ensemble. Il y a un animé qui a été annoncé. Ah, ça, c'est J'espère fou. que ça va relancer un peu la machine, et puis faut que le bouche à oreille fonctionne. Voilà. Recommandez-le encore. Offrez-le. Bah, regardez, je Encore, parlais de Tokyo Revengers. Bon, je ne vais pas dire que ça va prendre le même, peu de la chance. même trajectoire, mais c'était difficile au début et on s'est accroché. Et voilà. Non mais voilà, mais en tout cas si vous avez aimé, continuez, ne l'oubliez pas, et si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Vous Ça, pouvez vous avez le droit de pas proposer à l'aimer, quelqu'un mais vous d'autre. pouvez aussi donner ce manga à quelqu'un d'autre qui peut l'aimer, Tout à fait. parce que plein de gens aiment ce manga. Bah, tous les gens qui le lisent globalement l'aiment en fait. Et j'ai en vu vrai. j'ai Ouais. vu des gens qui n'ont pas Ouais. aimé. Par exemple, et le graphique est difficile. Oui, mais c'est Ouais, ça. puis il y a des petits trucs un peu trigger dedans, un peu bizarres, Ah oui. mais, Ah bon? Bah, pour moi, Pardon. parce que pour moi on mais était. c'est juste chelou parce que ça, c'est différent. Ouais, parce que pour moi on était plus sur un cas de figure où les gens n'arrivent pas à l'avoir entre les mains parce qu'il n'arrive pas à tomber dans leurs mains, ou alors parce qu'ils ont un frein Les psychologique. libraires ont dû être beaucoup moins nombreux à le commander. sur le effectivement, ouais. dessin, parce qu'effectivement le dessin, on en a déjà parlé, il est particulier. Mais moi j'ai quand même le sentiment que la majorité des gens qui le lisent trouvent ça trop bien, prenant, Une grande super majorité, intriguant. Surtout si vous êtes des lecteurs, et a fortiori si vous écoutez la 5e de couve, vous êtes ce genre de lecteur un peu à la Habitué. recherche aussi Bicurieux. de titres curieux, et à la recherche de titres un petit peu originaux et tout. Bah clairement lui il coche toutes les cases quoi. Mhm. Julie, quel est ton chouchou en galère? Bah, moi, c'est le pavillon des hommes. Ouais, grosse galère. Grosse galère. Non, mais après, bon. Enfin, j'avoue que on sait que c'est un titre un peu exigeant. Moi, c'est un titre historique au sens où, bah, déjà, c'est la thématique principale. Donc, c'est vrai que ça peut rebuter certaines personnes. Hein. C'est quand même l'histoire japonaise assez pure et dure. Mais aussi, c'est un titre historique parce que bah, il est dans le catalogue Kana depuis 2009. 13 ans. Ouais, Bon. ça fait bon. Et bon,
Il a toujours été relativement discret. C'est dessiné par une femme. C'est un des premiers seinen à avoir été publié. Enfin, au global, je veux dire, là où on a beaucoup mis en avant le shonen, etc. C'est un shosei à la base, je crois. Ouais, en plus, non, mais moi je pense pas, mais bon. Peu importe. Et donc, il y a, le fait que du coup, il y a pas trop d'action, mais c'est un sujet qui est niche parce que c'est une uchronie en kimono. Enfin, si on dit les choses telles quelles. Donc, ça fait quand même beaucoup de freins. Donc nous avons quand même été environ, 300 à le soutenir jusqu'au bout, puisque donc le dernier tome, le 19, est sorti donc en janvier 2022, et je me suis dit quand même, et donc il y a eu un petit barreau d'honneur. On lui a dit au revoir, mais c'était, c'est vrai que ça fait bizarre, parce que c'est un titre qui a tenu ses promesses tout du long, pendant 13 ans. Et franchement, moi je me disais, on va quand même compter sur le succès critique, parce que j'ai jamais vu une critique dire c'est naze, ou parce que c'est quand même intéressant, c'est quand même, pour recontextualiser, c'est donc une histoire où on reprend donc la fameuse période Edo, donc qui a vu le Sakoku, la période où le Japon s'est fermé à tous les autres pays, à part 2-3 enclaves qui acceptaient certaines délégations étrangères, dont les Hollandais pour l'Europe, les Portugais et certaines délégations chinoises. Et ça a duré presque 200 ans. C'est une période qui a été très riche artistiquement, historiquement. Et donc, dans cette idée, dans ce manga, donc il y a Fumi Yoshinaga qui imagine que ça a été fermé, non pas parce que pour des raisons, on va dire politiques, lambda, mais que ce qui a motivé cette politique de fermeture au monde, c'est que les hommes n'était plus là démographiquement. Le Japon était devenu un pays régi par des femmes, que le shogun était féminin, et donc il y a eu un gynécée masculin, où il y a eu des intrigues de cour, etc. Donc forcément, si on présente ça comme ça, je pense qu'il y a plein de gens qui se barrent en courant en disant c'est trop compliqué. Je suis pas sûr. Et en fait non. Je suis pas sûr parce bien. que c'est peut-être juste aussi tu invites sur un festival un peu grand public BD manga l'autrice, je suis sûr que t'en vends 200 en fait. Bah ouais. Du tome 1 facile. Et qu'elle dédicace non-stop parce qu'en plus c'est beau. Bah c'est beau ce qu'elle fait, et puis après c'est une auteure dont on parle souvent. Enfin moi j'aime bien en parler parce que voilà, All My Darling Daughter c'est elle par exemple. Et je trouve que voilà, j'ai pas envie qu'elle soit enterrée trop vite. Enfin en tout cas que voilà le pavillon des hommes qui en plus mais d'une logique implacable qui retombe sur ses pattes au dernier épisode, et je pense que peut-être on n'a pas assez expliqué comment elle avait réussi à dire ça y est, le Japon il retombe dans le monde on va dire normal, tout est cohérent et c'est vraiment un travail de documentation qui est super quoi. Donc je compte beaucoup sur vous, mes amis bibliothécaires, pour le mettre en avant, pour ne pas l'oublier. Et encore merci aux éditions Kana, quoi, parce qu'eux, ils ont tenu le truc à bout de bras. Et que voilà, la politique éditoriale fait qu'on on n'a pas abandonné. On n'abandonne personne, on ne laisse aucun lecteur sur le bord du chemin, et on va jusqu'au bout de l'aventure. 19 tomes ? Il y a 19 tomes. 19 tomes. C'est pas le bout du monde. Franchement. Ils Aussi, sont beaux. Si vous êtes libraire et que vous nous écoutez, donc on est assis sur Journey Beyond Heaven, sur Pavillon des Hommes, pour au moins avoir les 5 premiers en rayon. Bah ouais. Allez, un petit bout de 5. 3 premiers. Allez, les 3 premiers en rayon, puis vous les recommandez de temps en temps, et puis vous savez que dès qu'il y a un manga que vous ne trouvez pas, vous le demandez à votre libraire, et peu importe, même si ce libraire est un libraire indépendant, généraliste, s'il s'appelle Leclerc, Carrefour ou Fnac, vous le commandez et il vous l'a dans les 3 jours normalement. C'est vraiment un truc qui est quand même assez particulier en France. Attention, période de Noël, ça s'allonge. Oui. Mais sinon, dans les 3-4 jours, vous l'avez le bouquin. S'il est en stock. S'il est en stock. Oui. En l'occurrence, Pavillon des Hommes, il est en stock, puisque Kana fait effectivement partie de ces éditeurs qui gardent du stock sur à 95% de leur collection.
Robin, quel est ton chouchou en galère? Bah moi, il va être plus facile à avoir en rayonnage puisqu'il n'a que 4 tomes. Il est récent. Bah bravo. Et en plus, il est récent. Et en plus, il est récent. Moi, c'est Fenrir. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont sur notre serveur Discord, d'ailleurs, j'invite tous ceux qui n'y seraient pas à venir passer une tête. C'est très sympa. On a des débats très intéressants. J'en avais parlé sur le Discord en disant effectivement que moi, c'est un de mes petits coups de cœur récents dans les séries récentes. Donc manga en 4 tomes dont le 4e volume vient de sortir là, fin août. Manga chez Saka qui est une espèce de relecture de l'histoire de Temujin, donc qui est le personnage Khan. qui va devenir Genghis Khan, le grand conquérant mongol. C'est une série ultra cool, un espèce de shonen historique / fantastique science-fiction. Il y a beaucoup de choses. Vraiment extrêmement bien dessiné. C'est très très élégant. C'est très surprenant et intriguant. Le seul problème, c'est que c'est trop court, je pense. Et donc, en fait, c'est un titre qui, un peu comme Journey Beyond Heaven, avait pas trop mal démarré, même plutôt joliment démarré au tome 1. C'était un titre aussi qui avait été pas mal mis en avant par l'éditeur parce que c'était aussi une volonté de Saka de montrer qu'il savait faire autre chose que... Ce truc de vieux. Non, mais du seinen un peu Télérama, quoi, on va dire. C'est vrai que l'écart entre la vente du tome 1 et du tome 2, c'est quasiment 50%. C'est ça, et surtout c'est au tome énorme. 3, ça s'effondre, quoi. Genre vraiment, les ventes du tome 3, on se dit... Et alors du coup, moi j'avais une théorie, c'est que je pense que le tome 3, c'est le moment où on a su que ça allait être une série très courte et que ça allait se finir en 4. Or, quand on est au tome 2, tu te dis, mais comment c'est possible que ça se finisse en 4 ? Et effectivement, il y a une forme de frustration sur le côté très court du récit et peut-être un peu rushé de la fin. Mais moi, j'ai lu les 4 volumes et je trouve que la fin fonctionne très bien. Les auteurs s'en sortent, retombent très très bien sur leurs pattes. Un peu comme à l'époque de Black Torch. Pour moi, j'ai un peu le même genre de feeling, c'est que je suis déçu parce que j'aurais aimé que cette série soit plus longue, parce qu'elle avait plein de promesses. Mais à la fois, je trouve qu'elle se tient super bien en 4 volumes. En plus, voilà, c'est pas un gros investissement, c'est une jolie série, c'est aussi une manière de soutenir des auteurs, mais aussi un éditeur qui voulait montrer qu'il avait envie de tester d'autres choses. Et bon, après, voilà, ce qui va être compliqué, c'est que contrairement à Journée, il n'y a pas la promesse d'un animé ou une actu sur la série, puisque la série se finit là en 4 volumes. Et je pense que vu les volumes, c'est un peu plié, quoi, on va dire, entre guillemets. Alors peut-être que Saka pourra à l'avenir trouver des manières de la remettre en avant. Peut-être, mais ça va être assez. Comme une espèce de mini-série de fond, mais ouais, ça va être difficile. Ça va être très très difficile. En 4 tomes, c'est très difficile, sauf si l'auteur a une nouvelle série. Ouais, donc je sais que c'est. Mais voilà, en plus, si ça peut clairement inciter l'éditeur à travailler cet auteur et voilà, essayer de trouver le maximum d'arguments pour bosser ce genre de titre chez cet éditeur et avec ces auteurs-là, je trouve que il mérite, quoi. C'est un titre qui mérite de mieux fonctionner que tel qu'il fonctionne, quoi. Mais je suis comme plein de monde, alors peut-être un peu plus que plein de monde avec mes peut-être 4500 mangas, un truc comme ça, et effectivement les 4, alors j'ai eu un souci avec mon tome 4 que j'ai pas pu lire encore, mais les 4 tomes de Fenrir, je les garde en bibliothèque. Je le mets dans ma collection, dans mon fond. Je le mets dans mes 4500 mangas, je mets Fenrir. Comment tu te la pètes? Oh, grave. Je vais en ajouter un petit dernier que je mets dedans. Il y a que le tome 1 de sortie pour l'instant qui s'appelle Millennium Darling. Chaque fois on fait alors là c'était bof parce qu'il était que 5000 à l'avoir acheté. Bon, alors là on n'est plus que 1 millier à avoir acheté ça. Alors, Millennium Darling, c'est chez Naban. Ah, Naban, pardon. Et c'est même pas dans ces chiffres-là, c'est encore plus bas que ça, et c'est très difficile pour ce titre. Je le trouve absolument génial. C'est à la fois moderne et old school. Bah, ça date des années 80. Non, c'est totalement récent, ça date de cette année. Enfin, de l'année dernière. Ouais, je pensais que ça date de l'année dernière, sauf que c'est un trait qui a l'air de dater des années 90. Ouais, c'est fou. Et c'est très moderne, et c'est de la bagarre. En plus. Non, mais c'est de la vraie bagarre, mais c'est de la bagarre robotique, cyberpunk, non pas cyberpunk, si, un petit peu cyberpunk en même temps, mais c'est de la SF, avec de la baston, et c'est juste un trait peut-être un peu plus féminin que ce qu'on a l'habitude de voir dans la science-fiction, et encore. Ouais, ça. Est-ce que si on m'avait dit c'est un garçon, j'aurais dit que c'était peut-être même pas. Tu vois, c'est juste que je sais que c'est une autrice, donc je me dis c'est féminin, mais ça se trouve le trait est un peu différent, mais franchement c'est génial. Voilà, testez le tome 1 de Millennium Darling.
C'est un vrai défouloir. Je trouve ça très beau. En revanche, effectivement, c'est pas énormément présent en magasin. Alors moi, et tu vois, j'ai été étonnée de voir parce que il y a pas longtemps, donc l'éditeur a fait des petites communications comme quoi c'était très difficile pour ce titre, etc. Et on sentait une vraie déception de leur part. Mais au moment du lancement, j'avais un moment que ça sur mon fil. De tout à l'heure parce que il y avait plein de critiques qui trouvaient ça super, de gens qui étaient contents de l'avoir reçu, tous les gens que tu suis et qui critiquent les mangas trouvent Millennium Darling génial. Bah ouais, donc il faut qu'on soit plus nombreux ou qu'on en parle plus. C'est ça aussi, la critique fait pas tout hein. Il faut la critique, il faut le commercial et effectivement chez Naban ils sont pas 15 quoi. Non, c'est vrai. Ils sont pas 15 millions d'euros à mettre sur chaque truc. Et le prix du papier par exemple, ça impacte très fort. Ouais. Ça impacte très fort un éditeur comme Naban qui s'en sort, hein, qui fait ce qu'il faut, qui a des succès, Old Boy super succès et tout ça, mais voilà, c'est pas toujours évident quoi. Donc il faut soutenir aussi. Après il faut que ça vous plaise, hein. Faut pas soutenir, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Pas soutenir les yeux fermés. Non, quoi. mais on recommande, voilà. Mais nous on recommande Millennium Darling, mais c'est parce que voilà. Et puis pareil, effectivement Naban c'est des éditeurs avec qui on travaille. Pas c'est pas comme avec Kana, Pika, Glénat qui nous envoient les titres en PDF machin. Si nous on a envie de parler d'un titre Naban, on va l'acheter parce que c'est pas un éditeur qui a 15 millions de personnes machin qui peut nous filer des trucs. Alors des fois de temps en temps on y arrive, mais à la fin si on aime on achète quoi. Ça fait partie aussi de tout ce marché qui est incroyable, qui grandit, mais qui a des difficultés parfois. Et puis il y a beaucoup de difficultés en ce moment avec des reports incessants. On en reparlera à la fin d'année de tout ça. On fera un petit bilan de tout ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est ça. Si vous êtes reconnu dans le top 10, n'hésitez pas à sauter la barrière et regarder les trucs en bas de l'étagère, quoi. C'est ça. Il y a peut-être des choses qui vont vous plaire. Et puis en tant que libraire, bibliothécaire, prescripteur, blogueurs, parce que je sais qu'ils sont aussi beaucoup à nous écouter, à écrire et à faire des vidéos. N'hésitez pas aussi à recommander d'autres choses, hein. C'est pas grave si on fait un peu moins de vues. De temps en temps, il faut faire des équilibres. Exact. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. On a fait 1h20 là de sans trop de chiffres, à essayer de vous donner une espèce de vision du marché et des ventes manga depuis le début de l'année. Mais j'espère que vous avez eu plein d'informations. Vous pouvez reprendre tout ce que vous voulez sur vos sites, sur vos Twitter, faire des threads, des fils, tout ça. Mettez le lien de l'émission, hein, ça coûte rien si vous le faites. Mais n'hésitez pas sinon à reprendre tout ça. Merci de nous avoir écoutés. Yes. Merci. Puis à la semaine prochaine où on parle des mangas de la rentrée. Ça y est, enfin une petite review. À la semaine prochaine, ciao, salut. Merci.